C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Ce week-end-là, à Lyon, se tient le 15e congrès du Front National. Les militants des 4 coins de la France ont fait le déplacement pour élire les cadres de leur parti. Pour Marine Le Pen, c'est un plébiscite. Elle est élue avec 100% des voix. Dans les tribunes, sa garde rapprochée et son père encore en odeur de sainteté à l'époque. Quelques rangs derrière, un invité discret. Andreï Klimov, un vieux routard de la diplomatie russe, proche du président Vladimir Poutine. Et il n'est pas seul. Un autre poids lourd de la politique russe a aussi fait le déplacement. Andrei Issaïev, vice-président de la Douma, le Parlement russe. Mesdames et messieurs, chers camarades, vive la France, vive la Russie, vive l'amitié franco-russe. Ce jour-là, il représente la ligne dure de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. La venue de cette valeur montante dans la galaxie du Kremlin scelle une nouvelle union. Pourquoi soutenez-vous aujourd'hui le Front National, hein ? Nous nous intéressons beaucoup aux idées du Front National. Vladimir Poutine est ouvert au dialogue avec toutes les forces européennes qui aspirent au dialogue avec la Russie. Le Front National français occupe sans aucun doute une place primordiale parmi ces forces européennes. Le Front National, nouvel allié du Kremlin. Quels sont les dessous de cette alliance? Nous avons sollicité tous les cadres du parti. Monsieur Alliot. Sans succès. C'est très difficile de parler de la diplomatie au Front National. Hein. Parler de la ligne diplomatique avec vous, ce serait possible de faire une vraie interview de fond? Niet. Pourquoi on ne peut pas avoir de réponse? Pourquoi on ne peut pas parler de fond? On parle de fond, je sais pas, sur les chaînes qui parlent de fond. Bon après-midi. Bon, je crois qu'on est vraiment pas en odeur de sainteté. Pourquoi ce mutisme? Madame Le Pen, on a appelé plusieurs fois le service de presse. Je ne parle pas Canal+, je vous l'ai dit 100 fois, vous êtes butés. Pourquoi le FN a-t-il tant besoin de la Russie? En français, on appelle ça l'argent, non? Money. Que cherche Vladimir Poutine en misant sur la patronne du front? Ils pensent avoir une mission. Leur mission, c'est reconstruire l'Europe. Pas seulement la Russie, toute l'Europe. Marine Le Pen est-elle manipulée par le Kremlin? Comme elle ne sait pas qui est qui, c'est facile de phagocyter. C'est vrai. Enquête sur ce nouvel axe Paris-Moscou. Enquête sur cette alliance entre le FN de Marine Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine. C'est l'histoire d'un flirt qui commence par une interview. Le 13 octobre 2011, Marine Le Pen, la toute nouvelle patronne du Front National, accorde un entretien aux commerçantes, un influent quotidien russe. Je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Dans les mois qui suivent, le programme politique du parti évolue. Dans son chapitre de politique étrangère, la Russie devient l'allié numéro 1. Nous proposons ici 11 axes de politique étrangère qui modifieront en profondeur le destin de notre pays. L'offre faite à la Russie d'une alliance stratégique poussée, former une alliance trilatérale Paris-Berlin-Moscou, la formation d'une union pan-européenne incluant la Russie. Pourquoi ce rapprochement avec Moscou? Nous avons sollicité Marine Le Pen à plusieurs reprises, mais elle ne parle pas à Canal+. Alors nous avons pris rendez-vous avec le seul frontiste qui a accepté une entrevue. Bonjour. Oui, bonjour. On vient pour l'interview de Monsieur Le Pen.
Merci. La porte est ouverte. Il nous reçoit dans sa demeure, sur les hauteurs de Saint-Cloud. Au moment de notre tournage, Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du FN. Nous installons notre matériel. Son directeur de cabinet nous annonce qu'il n'a que 30 minutes à nous consacrer. Le président part en voyage. Pendant un mois, il est rarement là. S'il part à l'étranger ce soir, il revient mardi. Il va où à l'étranger? Ça, je sais pas, vous avez eu la question. Il va à l'étranger. Monsieur Le Pen, bonjour, merci de nous recevoir. Très bien. Très bien, et vous? Ça va, merci. C'est moi. Ce rapprochement avec Vladimir Poutine, Jean-Marie Le Pen n'en pense que du bien. Alors... Vladimir Vladimirovich Poutine. Le président Poutine, j'ai de l'admiration pour cet homme. Je pense que c'est une chance pour la paix du monde que ce soit un homme équilibré, compétent, d'expérience et patriote qui soit à la tête de ce pays. Je le pense. Nous avons un grand bout de chemin à faire ensemble. Après quelques questions, nous abordons son voyage du jour. Il coupe court. J'ai cru comprendre que vous partiez à l'étranger. Oui, c'est ça. Où allez-vous? Je m'en vais. Bon, ben écoutez... En tout cas, j'ai l'impression que c'est un voyage où vous ne voulez pas trop en parler, j'ai l'impression. Non, je ne veux pas en parler, c'est pas le motif de votre interview qui comporte beaucoup plus de matière que vous n'en retiendrez. Et si sa destination était la Russie? Nous décidons de le suivre. Il se dirige vers l'aéroport de Paris. Mais quelle est sa destination? Pour la connaître, nous dégainons notre botte secrète. 2 collègues journalistes en mode groupie. Monsieur le policier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va pas mal. Vous partez en vacances? Oui, regardez, je vais loin. Vous allez où? Non, je vais à Moscou. Ah, d'accord. À Moscou. Jean-Marie Le Pen va donc bien en Russie. Serait-ce un voyage politique? Le premier soir, difficile de le savoir. Le séjour moscovite de Jean-Marie Le Pen commence par une séance détente dans les tribunes VIP d'un combat de boxe. À ses côtés, son épouse Janie et son assistant parlementaire, un ancien militaire, fan de la Russie de Poutine. Sur le ring, 2 poids lourds, un russe contre un franco-camerounais. Le combat se conclut par un chaos. La Grande Russie peut dormir tranquille. « 24 heures plus tard, le voyage de Jean-Marie Le Pen va prendre une tournure politique. Nous sommes devant son hôtel. L'assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen est en pleine discussion. L'homme avec lequel il parle nous intrigue. Nous nous rapprochons. Il s'agit d'Alexandre Douguine, un proche de Vladimir Poutine. Ce nostalgique de l'Union soviétique est l'un des architectes du virage ultranationaliste pris par le président russe. Depuis fin 2014, il est interdit d'entrer aux États-Unis pour son rôle joué dans la crise ukrainienne. Nous sommes différents aujourd'hui. Nous sommes la Grande Russie. Oui, la Grande Russie. Notre pays redevient puissant. Souvenez-vous de la puissance qui était notre pays à l'époque soviétique, mais aussi à l'époque des tsars. Son entretien avec Jean-Marie Le Pen se fera dans un petit salon discret, à l'abri des regards. Pourquoi Jean-Marie Le Pen rencontre-t-il l'idéologue du Kremlin? Pour le savoir,
Nous attendons Alexandre Douguine à la sortie de son QG. Monsieur Douguine? Mais pour parler avec ce Rasputin du XXIe siècle, il faut mettre la main au portefeuille. De la condition, je ne donne pas les entretiens sans payer, jamais. Pour une demi-heure d'interview, c'est 200 €. Pour une heure, 400. Pas question de monnayer un témoignage. Nous insistons. Monsieur Douguine? Monsieur Douguine? Monsieur Douguine, pourquoi vous voyez les Le Pen, monsieur Douguine? Vous avez vu monsieur Le Pen, monsieur Douguine? Le lendemain, nous retrouvons Jean-Marie Le Pen devant son hôtel. Ce jour-là, son équipe a sorti le costume des grands jours et la mallette qui va avec. Nous les suivons à travers Moscou. Mais ils vont où là? Ils prennent la voie de bus. Ils s'arrêtent devant cet immeuble. Le siège de Marshall Group, un puissant fonds d'investissement. Son propriétaire est l'un des oligarques les plus riches de Russie, un certain Konstantin Malofeyev. Lui aussi est un proche de Vladimir Poutine. Ultra religieux, il est à la tête de la fondation Saint-Basile le Grand, la plus grande structure orthodoxe du monde. Son rêve, reconstruire la Grande Russie. Je pense qu'une personne qui est patriote et qui croit en Dieu, et c'est ça que nous voulons faire avec ses enfants, peut faire beaucoup pour la Grande Russie et pour sa splendeur. Konstantin Malofeyev, un homme d'affaires, lui aussi dans la ligne de mire des services de renseignement occidentaux. Dans ce document du Conseil de l'Union européenne que nous nous sommes procurés, voici sa fiche descriptive. Monsieur Malofeyev est connecté aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Le gouvernement ukrainien a ouvert une enquête criminelle sur son apport matériel et son soutien financier aux séparatistes. Monsieur Malofeyev pratique des actions de déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. Depuis septembre 2014, il est interdit de sol en Europe. Konstantin Malofeyev, Alexandre Douguine, deux hommes mandatés par Vladimir Poutine avec un objectif, organiser un putsch géopolitique en Europe. Pour comprendre les dessous de cette révolution, direction Vienne, en Autriche. Nous avons rendez-vous dans le centre de la ville, devant ce somptueux palais viennois. Bernard Odenhall est un journaliste spécialiste de l'extrême droite. Fin mai 2014, une source le contacte. C'était ici. C'était le 31 mai. Le soir, on m'a informé qu'une étrange réunion avait lieu. Je suis monté sur mon vélo et je suis venu voir ce qui se passait. Dans le plus grand des secrets, Alexandre Douguine et Konstantin Malofeyev ont invité à Vienne les principaux partis européens d'extrême droite. À votre avis, pourquoi autant de mystère autour de cet événement? Parce que c'était le début d'un tout nouveau mouvement. Oui, c'était un nouveau mouvement et ils ne voulaient surtout pas que ça s'ébruite à ce moment-là. Ce jour-là, les émissaires du Kremlin vont passer un pacte avec l'extrême droite européenne. L'objectif des Russes est de pouvoir s'adosser sur des partis sur lesquels ils peuvent compter en Europe de l'Ouest. Parce qu'ils pensent avoir une mission. Leur mission, c'est reconstruire l'Europe. Pas seulement la Russie, mais toute l'Europe. Cette idéologie découle des orthodoxes russes. Pour eux, la vision est la suivante. La première Rome a été détruite, la seconde Rome, c'était Constantinople, et elle a aussi été détruite. La Renaissance viendrait d'une troisième Rome,
et ce serait Moscou. Oui, pour eux, Moscou, c'est le centre de la Renaissance européenne. Et ils y croient vraiment? Ah, bien sûr qu'ils y croient. Le 31 mai 2014, dans l'un des salons de ce palais, une trentaine de représentants de l'extrême droite européenne. Des hommes du Vatican, du clergé orthodoxe et des leaders politiques comme Heinz Christian Strache du FPO, un parti fondé par d'anciens SS autrichiens, mais aussi Volen Siderov, président d'Ataka, une formation bulgare, antisémite et xénophobe. Pour représenter le FN, l'étoile montante du parti, Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi la Benjamine des Le Pen était-elle présente à cette étrange réunion? Nous sommes allés à sa rencontre. Mais Marion Maréchal Le Pen prétend ne pas y avoir participé. Ça fait très peur. Mais juste, qu'est-ce qui s'est décidé à cette réunion de Vienne, Marion Maréchal Le Pen? On dit que c'est une réunion secrète. Mais moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Il y a des sources qui nous disent que vous y étiez. Oui, bah les 11, vous savez comment est un peu... Ah, c'est des très bonnes sources. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui s'est décidé lors de cette réunion alors? Non, vous n'y étiez absolument pas. Hein. Marion Maréchal Le Pen réfute. À Vienne, nous avons réussi à rencontrer l'un des invités de cette réunion. Après plusieurs semaines de négociations, il a accepté de nous parler. Seule condition, préserver son anonymat. Alors, Marion Maréchal Le Pen était-elle présente à cette réunion? Est-ce que cette personne, vous l'avez vue? Oui, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle était là. Elle n'est pas venue comme ça par hasard. Elle était invitée. Il y avait même un carton sur la table avec écrit Maréchal Le Pen. Elle est arrivée en retard. Et tout le monde était très content qu'elle soit là. Notre témoin nous décrit l'ambiance un brin parano qui régnait ce jour-là. C'était une très belle salle, avec de très belles et très grandes fenêtres. Mais les volets étaient fermés. La lumière du jour n'entrait pas. On ne pouvait même pas nous voir de l'extérieur. Personne n'avait le droit de prendre des photos. Il y avait des gens de la sécurité partout. C'était ultra protégé. Ils faisaient attention à nos moindres faits et gestes. Par exemple, on n'avait pas le droit d'aller dans les autres salles. Un autre exemple, je ne pouvais pas prendre de notes. Dès que j'ai essayé, un homme de la sécurité est venu pour me dire que c'était interdit. Il était habillé en noir et m'a dit très fermement « Stop ». Est-ce que toutes les personnes qui étaient là ce jour-là ont parlé de Vladimir Poutine? Il a été évoqué à plusieurs reprises. On a comparé Poutine au tsar Alexandre Ier, en disant que c'était l'homme fort de son époque. Il était perçu comme le sauveur. Je peux dire que l'esprit de Poutine était là. Marion Maréchal Le Pen n'était pas la seule frontiste présente. Avec elle, le parlementaire européen, Aymeric Choprade. Oui, c'est Aymeric Choprade. Oui, il était là. Qu'est-ce qu'a dit Aymeric Choprade? Il a pris la parole à un moment? Oui, lui aussi, il a pris la parole. Il a dit qu'il voulait s'investir au sein du Parlement européen pour former un bloc fort, un bloc fondé sur leurs valeurs. C'est ce qu'il a dit. Il a dit on doit faire bloc au sein de l'Union européenne, c'est ça? Oui, oui. Aymeric Choprade est l'éminence grise de Marine Le Pen sur les questions internationales. Sa présence à Vienne est un message fort. Aymeric Choprade, nous l'avions rencontré au congrès du Front National à Lyon. Il était alors en pleine séance de dédicace. Alors, votre prénom? Anne-Sophie. Joli. Son livre, Chronique du choc des civilisations. Un ouvrage référence pour toute une génération de frontistes. J'espère. Il en reste combien finalement? Parce qu'on en a vendu pas mal hier. On en a vendu pas mal, plus que je ne pensais. Vous en avez vendu combien d'exemplaires maintenant? J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est la 3e édition, doit être à 35 000. Et l'éditeur m'a demandé une réactualisation pour 2015, donc c'est que ça marche.
Ça marche pas aussi bien que Zemmour quand même, faut pas exagérer. Un livre pour le moins orienté. Les musulmans y sont presque toujours dépeints comme des islamistes radicaux. 5 chapitres sur 10 pointent l'islam comme une menace. Selon Aymeric Choprade, l'Europe blanche et chrétienne est en danger. Seul rempart à cette islamisation supposée du continent, une alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Je t'ai vu toi tout à l'heure déjà. T'as déjà eu un bisou avec la part de Aymeric. Si Marine Le Pen est élue présidente en 2017, il est pressenti pour être son ministre des Affaires étrangères. Il est l'homme le plus russo-compatible du parti. Господин Шапрат, добрый день. Спасибо за то, что пришли в нашу студию сегодня. Bonsoir. Добрый вечер. Depuis 2011, Aymeric Choprade joue l'agent de liaison entre Paris et Moscou. Il s'y rend 1 à 2 fois par mois avec un objectif, démontrer que les valeurs du FN sont raccord avec celles de Vladimir Poutine. Je viens dire que nous sommes avec la Russie, qui a une politique d'État pour défendre ses valeurs. Une bonne parole, prêchée comme ici dans les allées du Kremlin et à la Douma, le Parlement russe. 13 juin 2013, Aymeric Choprade y est l'invité d'honneur. Ce jour-là, pas de caméra, mais voici ses propos. Les patriotes du monde entier tournent en ce moment leur regard vers Moscou. La Russie est devenue l'espoir du monde contre le nouveau totalitarisme. Aujourd'hui, Aymeric Choprade est devenu indispensable à Marine Le Pen. Elle ne peut pas s'en séparer, ce malgré quelques écarts. Janvier 2015, quelques heures après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes, sur son site internet, Aymeric Choprade crée la polémique. La France est en guerre avec des musulmans. Elle n'est pas en guerre avec les musulmans, mais avec des musulmans. On nous dit qu'une majorité de musulmans est pacifique. Certes, mais une majorité d'Allemands l'était avant 1933 et le national-socialisme allemand. Des propos qui valent d'ordinaire une exclusion dans le FN dédiabolisé de Marine Le Pen. 2 jours après les attentats, elle tient une conférence de presse. Nous en profitons pour nous y inviter. Est-ce qu'Aymeric Choprade a été trop loin que la vidéo qu'il a postée il y a 2 jours? Mais Aymeric Choprade fait ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. À partir du moment où il parle en son nom, il parle en tant que géopoliticien en son nom. Il a le droit de faire des analyses comme n'importe qui d'autre, mais je ne me sens pas tenu par ses analyses. Il vous conseille toujours? Oui, il lui arrive de me conseiller comme d'autres. Pourquoi le FN cherche-t-il à ce point un rapprochement avec la Russie? Retour au Congrès de Lyon. Ce week-end-là, la plupart des nationalistes présents à la réunion de Vienne étaient les invités de Marine Le Pen. Vive la France, vive la grande nation, vive le Front National, j'aime la France. Parmi eux, Heinz Christian Strache, patron du FPO, le parti d'extrême droite autrichien. Bonjour, j'aimerais éclaircir un point avec vous. Pas maintenant. Pas maintenant? Nous l'attendons toujours, notre interview. Heureusement, certains nationalistes sont plus bavards que d'autres. Selon nos infos, un représentant de la Ligue du Nord, un parti populiste italien, était aussi présent à Vienne. Nous nous mettons dans la roue de son patron, Matteo Salvini. Mon t-shirt Stop à l'euro, Le Pen veut que je lui offre. T'en as pas d'autre? Non, j'ai que celui-là. Eh ben, je lui donnerai celui que j'ai sur moi. C'est super d'être ici. Il y a une envergure internationale. Pour certains, ici aujourd'hui, il y a le pire du pire. Des russophiles, des populistes, des xénophobes, des racistes, des affreux. Mais pour moi, c'est le socle d'une Europe positive. Ouais, positive.
Il y a eu cette réunion à Vienne où étaient présents la Ligue du Nord, le FPO et le FN. Vous y étiez vous aussi? Non, c'était pas moi. C'était l'un de nos parlementaires, Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana, le numéro 2 de la Ligue du Nord. Et coup de chance, le voilà. Tiens, c'est lui qui était à Vienne, c'est lui. L'honorable Fontana. Ah, c'est vous. Comment ça fonctionne avec les Russes? Il y a toujours des contacts? Oui, il y a un contact continu. Ils nous ont dit qu'ils voulaient poser les bases d'une nouvelle société, et forcément, ils aident les forces qui combattent dans ce sens. Quelle est la nature de cette aide? C'est une information tombée en marge du Congrès qui va nous mettre sur la piste. Gros sous encore à la une de Mediapart. Le prêt russe du Front National, le site d'information donne un peu plus d'ampleur à l'affaire. Les millions avancés ne seraient que la première tranche d'un prêt beaucoup plus vaste. Plus de 10 millions d'euros de crédits ont été accordés au Front National. Plus de 10 millions en provenance de Russie. La polémique enfle. Très vite, Marine Le Pen organise une opération désamorçage. Son parti a besoin d'argent et elle est prête à aller le chercher là où il faut. Ça va? Bonjour tout le monde. Si une banque française, européenne, et même après tout, pourquoi pas, américaine, veut prêter au Front National et reprendre notre crédit, nous signerons demain matin. Ça ne changera pas, entendez-moi bien, un iota de la vision que le Front National a en matière géopolitique. Mais si vous avez un petit nom à me donner, de quelqu'un qui veut prêter, encore une fois, je suis preneur. Marine Le Pen assume, son père aussi. Monsieur Le Pen, quand on prend des crédits, on donne des garanties. Qu'est-ce que vous avez donné comme garantie? Moi? Enfin, le FN. Moi. C'est vous la garantie? La garantie, c'est moi. Au total, 2 crédits ont été accordés au Front National. 2 crédits sur lesquels planerait l'ombre du Kremlin. Le premier crédit, de 2 millions d'euros, a été accordé à la Cotelec, la structure financière du FN. Un crédit octroyé par la Vernancia Holding, une structure tenue par Yuri Koudimov, un ancien du KGB reconverti dans la finance. C'est un proche de Konstantin Malofeyev, l'homme de Poutine et co-organisateur de la réunion de Vienne. Alors, Konstantin Malofeyev est-il l'homme qui a donné l'ordre de prêter au Front National? Nous reprenons rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen. La dernière fois que nous sommes venus ici, que nous avons fait une interview avec vous, vous partiez en voyage. Oui, c'est possible, oui. Vous avez rencontré Konstantin Malofeyev. Oui, je crois, oui. C'est un garçon très très gentil, c'est vrai. Oui. De quoi avez-vous parlé avec Konstantin Malofeyev? Ça nous intéresse, ça, quand même. Oh, ça peut vous intéresser, ben vous resterez sur votre besoin, voilà. Est-ce que Konstantin Malofeyev a quelque chose à voir avec le crédit qui vous a été accordé? J'en sais rien, peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il connaît du monde, il m'a peut-être recommandé. C'est possible, oui. Pourquoi pas? À quoi vont vous servir ces millions? Vous pensez que c'est à m'acheter des cigares ou des escort girls? Non. Ils m'ont servi à ce pourquoi ils étaient empruntés, c'est-à-dire à faire des prêts aux candidats du Front National. Alors, Jean-Marie Le Pen ne nous en dira pas plus sur le rôle de Konstantin Malofeyev dans l'octroi de ces 2 millions d'euros. Alors, nous repartons pour la Russie. Просим обратиться к бортпроводникам для получения формуляров. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, this information À notre arrivée, ambiance tendue dans les rues de Moscou. Quelques heures plus tôt, Boris Nemtsov, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, a été abattu en pleine rue, sous les fenêtres du Kremlin.
Le lendemain, la Russie anti-Poutine s'est donné rendez-vous sur les lieux du meurtre. Des opposants qui crient leur colère devant le Kremlin, rarissime dans la Russie actuelle. Derrière le mégaphone, Mikhail Kasyanov, l'ancien Premier ministre de Vladimir Poutine, aujourd'hui dans l'opposition. Ces criminels détestaient Boris Nemtsov parce qu'il les dénonçait ouvertement. Et ils ont décidé de l'assassiner. Qui sont ces gens? On sait bien qui ils sont. Dans la manif, des opposants nous repèrent. Ils nous alertent sur les dangers du rapprochement entre Vladimir Poutine et le FN. S'allier au patron du Kremlin, un jeu risqué selon eux. J'ai entendu parler du crédit qui a été accordé à votre parti d'extrême droite en France. Sans vouloir vous vexer, je pense que ceux qui ont touché l'argent de Poutine en France vont devoir travailler très dur pour rembourser ce crédit. Et je peux vous le dire, ça finira mal. Le lendemain, nous reprenons notre enquête. Et tentons de rencontrer Konstantin Malofeyev. Nous entrons en contact avec son homme de confiance. Le prince Zourab Chavchavadze. Allô? Allô, bonjour prince, Oui, c'est bonjour. Raphaël Oui, Tresanini à l'appareil. Lors du dernier voyage de Jean-Marie Le Pen à Moscou, c'est lui qui l'accueillait avant sa rencontre avec Konstantin Malofeyev. Un personnage central. Il est le directeur financier du milliardaire. Je viens de lui parler. Il repart demain matin, demain dans l'après-midi, en Égypte, mais cette fois-ci pour 2 semaines. Impossible de rencontrer Konstantin Malofeyev. Bah, moi, non mais du coup moi je suis en train de me poser une question, Prince, c'est que nous on peut peut-être se rencontrer, nous en tout cas, demain. Mais après-demain. Le rendez-vous nous est donné au monastère où Vladimir Poutine vient se confesser. Un haut lieu de l'orthodoxie, financé par Konstantin Malofeyev à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Ce jour-là, celui qui signe les chèques pour l'oligarque va jouer son porte-parole. Ah, je crois que c'est lui devant là. C'est lui qui nous attend devant. Il arrive tout de suite. Voici les Français dont je vous parlais. Ils ne parlent pas un mot de russe. Qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer? Vous allez rester avec eux? Oui, oui, bien sûr. Allons-y. Visite guidée dans la fabrique des petits soldats de l'orthodoxie. Cours théologique rigoriste et écran tactile sur les murs, la recette gagnante d'une Russie en pleine renaissance religieuse. Il y a le monde de la création des hommes, à ne pas confondre avec la création animale. Ça peut vous paraître un peu déplacé, mais ce qui est doré, c'est de l'or. Ah oui, c'est de l'or. C'est de l'or. Nous abordons le cas des Le Pen. Je voulais savoir si Malofeyev finance la famille Le Pen. Écoutez, on est très proche de... On se connaît. Moi aussi, je connais très bien Marine. Et je connais Jean-Marie Le Pen depuis 20 ans. Marine Le Pen et Malofeyev, ils se connaissent? Oui. Ils se sont rencontrés où, ici, à Moscou? À Paris. J'ai été là. Et de quoi parle-t-il? Il parle un peu de la situation politique? Pas spécialement politique, plutôt de ce qui se passe, le mariage gay, etc. Parce qu'on est révoltés ici. Ceux qui sont des gens de tradition,
les Français, ils sont devenus fous, quoi. Il a financé les campagnes des Le Pen, c'est vrai ça ou non? Non, mais c'est-à-dire que ce sont des accusations. Donc il n'y a pas de financement, vous me le garantissez ça? Mais personne, mais c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le démontrer. Impossible à démontrer. Mais pour ceux qui connaissent le dossier, pas de doute. C'est bien Konstantin Malofeyev qui est derrière ces 2 millions d'euros. Il aurait agi en service commandé. Nous avons rendez-vous dans le centre de Moscou, à Novaya Gazeta, le seul journal indépendant de la ville. Allô, France Télévision? Le journaliste Andrei Lipski, oh la caméra, enquête depuis des années sur Konstantin Malofeyev et ses liens avec le Kremlin. On peut s'installer là si vous voulez. Disons qu'en Russie, le pouvoir et les services secrets utilisent assez activement à leur avantage des businessmen, des hommes d'affaires, des politiques qui ont des soucis avec la loi ou qui en ont eu par le passé. Konstantin Malofeyev, lui, a eu des problèmes avec la loi. Alors Poutine ne téléphone pas directement, il ne téléphone pas lui-même, mais il y a un grand nombre de personnes qui travaillent pour lui, qui participent au pouvoir de la Russie d'aujourd'hui. Ici, on appelle ça la sphère de service du Kremlin. Une sphère de service qui serait aussi derrière le deuxième prêt accordé au FN, celui de 9 millions d'euros. Un prêt débloqué par la First Czech Russian Bank. Quels sont les liens entre cette banque et le Kremlin? La First Czech Russian Bank est détenue à 94% par Stroi Transgaz, une filiale de Gazprom. Gazprom, c'est l'une des plus importantes machines à cash du Kremlin. L'État russe en est l'actionnaire principal. Et surprise, l'ancien directeur financier de la filiale Stroi Transgaz est aujourd'hui le patron de la First Czech Russian Bank. Il s'appelle Roman Popov. Nous allons tenter de le rencontrer. Dans la capitale russe, le siège des grandes banques se situe ici, dans le quartier des affaires. Mais étrangement, pour trouver celle qui a prêté au FN, nous devons nous éloigner du centre-ville et rouler pendant 1 heure, avant d'arriver dans un quartier populaire où se trouve le siège de la banque. Nous avons fait une demande d'interview à son directeur Roman Popov. Pas de réponse. Alors, nous avons créé un faux site internet, Paris-Moscou Convergence. Un blog qui ferait la promotion du FN et de Vladimir Poutine et qui serait à la recherche de financement. Curieusement, cette fois-ci, nous obtenons un rendez-vous dans la foulée. Nous entrons avec une caméra discrète. Roman Popov est absent. C'est son bras droit qui va nous recevoir. Merci de nous recevoir aussi rapidement. Donc vous êtes venu pour un financement. Mais nous, on n'est pas une organisation politique. Si vos idées sont politiques, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le Front National, ça n'est pas un business commercial. Pourtant, vous leur avez prêté de l'argent. Ça vous dérange d'en parler? On est une banque commerciale. Si vous avez des questions politiques, ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser. Je n'ai aucun rapport avec le Front National et je ne veux pas en parler. Une banque qui prétend ne pas avoir de lien avec le FN, mais qui lui a pourtant prêté 9 millions d'euros. La First Czech Russian Bank est placée 717e dans le classement des banques russes. Une toute petite banque donc. Ce qui n'empêche pas son patron de se retrouver en photo aux côtés du Premier ministre russe Dmitri Medvedev et même du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Travailler avec des petites banques discrètes, une technique habituelle au Kremlin.
Pour le pouvoir, ce serait vraiment trop risqué d'impliquer une grande banque, une banque reconnue, une banque qui fait partie du système. Par contre, utiliser les services d'une petite banque, une banque moins réputée, où se croisent des intérêts financiers et politiques, évidemment sans lien direct avec Poutine, ça franchement pour eux, c'est facile à trouver ce genre d'opérateur. À ce jour, 11 millions d'euros venus de Russie sont tombés dans l'escarcelle du FN. De tels prêts accordés par une puissance étrangère, du jamais vu sous la Ve République. Y a-t-il eu des contreparties demandées à Marine Le Pen? Malgré nos relances, le Front National n'a jamais voulu répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que pour obtenir cet argent, la patronne du Front n'a pas chômé. Marine Le Pen, одна из самых ярких политиков Франции. Depuis qu'elle a déclaré sa flamme à Vladimir Poutine fin 2011, Marine Le Pen squatte les télévisions russes. Là-bas, elle est la politique française la plus présente à l'antenne. La Russie est présentée sous des traits qui sont des traits diabolisés. En 2014, le journal Novaya Gazeta l'a élu meilleur propagandiste de Russie. Je pense que les Russes qui aiment regarder la télévision ont une bonne opinion à son sujet. C'est de la propagande clairement orchestrée par le Kremlin. Progressivement, Marine Le Pen devient un partenaire fiable aux yeux du Kremlin. Le point d'orgue dans cet échange de bons procédés, l'Ukraine. Fin février 2014, des séparatistes pro-russes quadrillent la Crimée dans le sud-est de l'Ukraine. Une guerre qui ne dit pas son nom. Quelques semaines plus tard, un référendum va être organisé pour établir l'annexion de la Crimée à la Russie. La totalité des organisations internationales condamne cette ingérence. Isolé, Vladimir Poutine va alors demander son soutien à Marine Le Pen. C'est une discussion SMS qui nous permet de l'affirmer. Au cours de notre enquête, nous sommes entrés en contact avec le Chaltai Boltai, un groupe de hackers russes. Leur maîtrise des réseaux, ils l'utilisent pour surveiller ce qui se passe au Kremlin. 11 mars 2014, soit 5 jours avant le référendum sur la Crimée, ils réussissent à extraire une conversation entre deux collaborateurs de Vladimir Poutine. L'un d'eux est son directeur de cabinet. Voici leurs échanges. À propos de Marine, c'est la campagne électorale pour les municipales. Elle est en tournée. Aujourd'hui ou demain, le Front National prendra officiellement position sur la Crimée. Ok, super. On peut les convaincre. Quelqu'un du Front t'a contacté pour les financements? Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères lui téléphonera. 16 mars 2014, près de 97% des votants se prononcent pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Un score digne de l'Union soviétique. Le même jour, Marine Le Pen tient une conférence de presse dans le Gard. Le FN va être le seul parti politique français à reconnaître cette annexion déguisée. À mon sens, les résultats du référendum sont sans contestation possible. Le même jour, nouvel échange entre les assistants de Vladimir Poutine. Marine Le Pen a officiellement reconnu les résultats du référendum en Crimée. Elle n'a pas trahi nos attentes. Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français. C'est important. Quelques semaines plus tard, la First Czech Russian Bank accorde officiellement son crédit de 9 millions d'euros au Front National. Le FN est-il manipulé par le Kremlin? Pour le savoir, direction le Parlement européen à Bruxelles. L'Union européenne, c'est l'organisation la plus critique à l'égard de la Russie. C'est ici qu'ont été votées les sanctions les plus dures contre Moscou. Mais pour les contrer, la Russie a mis en place une stratégie.
Une stratégie imaginée par le théoricien du Kremlin, Alexandre Douguine. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Notre parti communiste faisait de très bons résultats d'infiltration chez les parlementaires européens. C'était d'ailleurs un très bon instrument de notre politique extérieure. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. En clair, le pouvoir russe compte utiliser certains europarlementaires frontistes comme cheval de Troie. Un plan d'attaque dont nous nous sommes procuré une copie. Nos hackers russes ont fait encore plus fort. Ils nous ont envoyé des centaines de mails capturés dans la boîte mail d'Alexandre Douguine. Parmi ces documents, une classification des relais d'influence à utiliser pays par pays. Pour la France, celui qui est tout en haut de la liste, c'est Aymeric Choprade, le conseiller international de Marine Le Pen. Après plusieurs demandes d'interview restées sans réponse, nous l'attendons avant une séance plénière. Bonjour, monsieur Choprade. Comment allez-vous? Ça va Très bien. On est venu jusqu'à Bruxelles pour parler avec vous voyez. Avec moi? Ah bah absolument. Ouais. Aymeric Choprade a-t-il conscience d'être considéré comme un agent d'influence du Kremlin? Nous lui montrons la liste établie par Alexandre Douguine. Et côté français, le premier nom qui sort, c'est le vôtre. Aymeric Choprade, il y a toutes vos qualités, vous êtes géopolitologue, etc. Donc voilà, bon, c'est en cyrillique. Douguine publie des listes maintenant? Absolument. Un politique français qui va souvent en Russie, vous êtes quasiment l'un des seuls en France qui a cette position-là. Vous êtes parlementaire européen, vous allez souvent, vous êtes reçu à la Douma, vous êtes reçu par la garde rapprochée de Vladimir Poutine, c'est pas rien quand même. And so what? Comme il y a un tropisme américain dans un certain nombre de partis, il y a un tropisme russe chez nous parce qu'on pense que c'est pas que on soit dans le lobbying ou qu'on soit dans la confusion des intérêts. Nous sommes profondément français, patriotes, mais nous pensons qu'il faut travailler dans le sens d'un partenariat stratégique avec la Russie. Donc aimer la Russie, vouloir pratiquer sa langue, voyager, la découvrir, aimer sa civilisation, moi je trouve que c'est très bien. Aymeric Choprade réfute toute manipulation avec les Russes. Mais ici, au Parlement européen, cette liaison dangereuse entre le FN et le Kremlin, ça inquiète. Ce parti est l'otage des banques russes et de la maison Poutine. Leurs finances viennent d'un endroit qui, naturellement, le jour où il y aurait un conflit, leur rappellera qui les paye. Mais c'est quand même très important que d'être prisonnier de ces créanciers étrangers, lesquels sont en conflit avec l'Union. Une inquiétude partagée jusque dans les rangs des parlementaires frontistes. Nous retrouvons Aymeric Choprade dans l'un des hémicycles du Parlement. Je te laisse ta place. Ah oui, c'est parce que tu... Non, mais reste. Je viens de répondre à Canal+, c'est insupportable. Moi, je répondrai rien. Celui qui lui parle est un autre parlementaire FN, lui aussi russophile. Il revient justement de Moscou et il a de mauvaises nouvelles. Bien. Méfie-toi de Malofeev. Il a une perquisition. Mais bon, tu sais, ils sont tous un peu comme ça. Hein. Oui, je suis d'accord. Je te dis quand même, sois prudent. Il a foutu un de mes amis dans la merde complète. Prof d'église, parce qu'il lui a fait confiance. Un Français? Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec? Il a hérité d'un certain nombre de ses affaires qui étaient complètement mafieuses. Il risque sa vie maintenant. C'est pas bon, ça. C'est un pourri, Malo. De toute façon, je suis prudent, t'inquiète pas. Constantin Malofeev, un pourri, un mafieux, selon ce collègue d'Aymeric Choprade. Et à l'entendre, les émissaires de Vladimir Poutine n'ont qu'une idée, manipuler la patronne du front. Il faut prendre tout le monde, parce que les autres aussi, les autres qui sont très proches, ils veulent la phagocyter. Alors comme elle ne sait pas qui est qui, c'est facile de phagocyter. Ça, c'est vrai. Phagocyter, d'après le dictionnaire, c'est détruire progressivement quelqu'un en le privant de toute autonomie
en s'en rendant maître de l'intérieur. Pas très rassurant. Qu'en pense la principale intéressée? Nous avons tenté une énième fois d'obtenir une réponse. Allez, c'est maintenant. Mais comme d'habitude, avec nous, c'est no comment. Bonjour Marine Le Pen. Certains de vos collaborateurs, Marine Le Pen, craignent que les Russes ne vous phagocytent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Madame Le Pen? Vous n'aurez des réponses sur rien, monsieur, je ne parle pas à Canal+. À chaque fois qu'on tente de vous poser des questions sur la Russie, vous ne nous répondez jamais. En juillet dernier, Marine Le Pen réussissait à monter un groupe au Parlement européen. Parmi ses alliés, des partis amis comme la Ligue du Nord italienne ou le FPO autrichien, mais aussi des expurgés de UKIP, une formation britannique ultra-europhobe. Tous regardent à l'Est et tous rêvent de faire imploser l'Union européenne pour la reconstruire autour d'un nouveau pilier, Vladimir Poutine.